Vendredi 7 novembre, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Sao Paulo 2025, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité d'entendre le plus d'informations possible afin que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du vendredi. Il est le descripteur analyste des courses de Formule 1, mais aussi des courses d'endurance pour la Ouais, GTCQ. Il est un pilote de la division élite pour nos amis de la Team FSR. François Goulet, es-tu content que j'ai ajouté ça à ton CV, là? Nous autres, ça se fait très, très vite, les ajustements, là. on dit jamais non à plus d'expérience dans la vie. Fait que oui, merci d'avoir précisé ça. On a réussi à faire quand même une belle description d'une course quand même qui était longue et un peu soporifique, mais ça s'est bien parti, ça s'est surtout très bien fini. Donc, on en reparlera peut-être un jour. Ben oui, 24 heures de course, c'est pas évident à faire. Je sais que toi, tu n'as pas fait le 24 heures, mais quand même, des blocs de 4 heures, des blocs de. C'est pas évident, là. De la course d'endurance, c'est tout un autre domaine. C'est sûr, ça reste que c'est de la course automobile, mais il y a beaucoup de choses à vérifier. Puis des fois, oui, il y a ces fameux points morts, Mhm. lorsque. On a des stratégies différentes, des aéroplanes différentes, donc c'est sûr que c'est un autre domaine, mais tu as bien fait ça encore. Moi, je suis venu à certains moments, là, je te mentirai pas, j'ai pas écouté des blocs de 4 heures, puis tu le sais, mais Bon, je suis venu là, voir. je te le demandais pas, mais merci pour ton support. Ah, ben, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on va faire, comme d'habitude, on va faire notre bloc actualité avant de passer à la journée de vendredi. Journée de vendredi qui est des préparations à la course sprint. Donc, il y avait une sprint shootout aujourd'hui Mhm. du côté d'Interlagos. C'est un circuit qu'on adore, mais on va en venir un peu plus tard. Mais avant qu'on traite de l'actualité, il faut rappeler à nos auditeurs que la F1 Podcast est une présentation de Descoeurs Incorporé, une entreprise spécialisée dans le domaine des escaliers. Si vous voulez en construire une vous-même, en embellir une, en rendre une plus sécuritaire, vous pouvez faire affaire avec Descoeurs pour vous procurer les bons morceaux pour compléter votre Oui. projet. Ou sinon, vous pouvez carrément leur donner un service clé en main, leur demander, venez faire ça chez nous au complet. Ils vont faire ça, un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant. Et une autre entreprise qui offre un service hors pair 5 étoiles, c'est l'entreprise internationale Sharp qui fabrique des machines de climatisation, des thermopompes. Et ça, c'est distribué par Norwa CVC au Québec. Et ce qu'il y a d'intéressant à ça, c'est qu'en plus d'avoir un service 5 étoiles avec Norwa CVC, ben, les produits Sharp vous donnent accès à les meilleures subventions du gouvernement, mais aussi à des rabais directement sur vos factures d'électricité. François, on le dit, bloc actualité, on fait ça à tous les vendredis de week-end de course ensemble. Beaucoup de plaisir toujours. Mhm. Une nouvelle qu'on savait déjà, on l'avait annoncé en primeur sur nos réseaux du F1 Podcast le 29 octobre. C'est la prolongation de contrat à Franco Colapinto pour la saison 2026. J'ai pas envie de m'aventurer de dire qu'il va faire toute la saison 2026 parce qu'avec un gars bouillant comme Flavio Briatore, je serais même pas prêt à prédire qu'il va faire les 3 premières courses de la saison. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est supposé être là pour le début aux côtés de Pierre Gasly. Donc la nouvelle, ce qu'on vous disait le 29 octobre, c'est que c'était fait, mais on avait décalé un peu l'annonce pour profiter là, de l'aspect marketing, du fait que le Grand Prix du Brésil est le point le plus près du calendrier de l'Argentine. Franco Colapinto, c'est un pilote argentin, donc c'est pour ça qu'on a attendu un petit peu, mais c'était déjà fait. C'est pour ça qu'on avait pris le risque de vous l'annoncer d'avance. On savait, on était assez sûr qu'on pouvait confirmer cette nouvelle-là. De ton côté, je veux pas qu'on se reprononce là-dessus parce qu'on en a déjà parlé. C'est Colapinto qui poursuit une autre saison. Mhm. Pour toi, est-ce que tu vois une forme d'amélioration chez lui depuis le début de la saison? Parce que dans les dernières courses, c'est ce que Flavio semble avoir noté, qu'il y a de l'amélioration chez Franco Colapinto. Moi, je trouve que ça va dans ce sens-là. Il y a des bouts qui semblent être capables de tenir tête à Pierre Gasly. C'est quand même un pilote qui est à sa première saison complète, donc il ne faut pas être trop sévère. Il avait quand même fait un bout chez Williams. Moi, une nouvelle là, qui m'a frappé un peu là-dessus, c'est as-tu entendu que Williams, si on n'allait pas avec Carlos Sainz, on allait du côté de Bottas pour cette saison? Donc, moi, ce que ça m'a lancé, c'est que je me dis, on voulait vraiment pas Franco ou on n'avait vraiment pas dans l'optique d'aller vers lui, là. Donc, quand on l'avait essayé un peu en fin de saison puis tout ça, mais le plan B, moi, j'ai toujours cru que c'était Franco Colapinto chez Williams, mais c'était Valtteri Bottas.
Ah ben ça, tu vois, ça, je l'avais pas entendu, mais d'un côté, je suis peut-être pas étonné Mhm. dans la mesure où c'est sûr qu'ils ont Alex Albon, qui est un pilote on peut qualifier un pilote d'expérience, mais reste quand même relativement jeune. Carlos Sainz et Valtteri Bottas, donc, sont prêts un peu dans l'âge, on va dire, hein. Même que je me demande, je sais pas exactement l'âge qu'ils ont, mais je sais qu'ils sont dans on va dire la mi-trentaine, les deux, là, ou la jeune trentaine pour Carlos. Cela dit, ça m'aurait pas étonné qu'ils voulaient peut-être un pilote avec un peu plus d'expérience d'une équipe de la trempe de Williams, donc qui ont eu, mettons, on parle de Carlos Sainz Ferrari, après ça, Valtteri Bottas Mercedes, etc. Fait qu'ils ont roulé leur boss à droite à gauche. Ça m'aurait Mhm. pas étonné. C'est sûr que Colapinto avait montré des belles couleurs avec Williams, du bon potentiel, mais je savais pas cette chose-là, mais ça m'aurait pas étonné qu'ils voulaient peut-être un pilote avec plus d'expérience pour les aider dans leur développement, hein, parce qu'on comprend que c'est une équipe qui est quand même, on va dire, en reconstruction, là, ou en développement, on va dire, en redéveloppement. Donc, non, je suis pas étonné de ça. Pour ce qui est de Colapinto, le renouvellement de contrat, bien, c'est sûr qu'en milieu de saison, je pense qu'on ne s'attendait pas à ça. Là, tu parlais de saison complète, ben, il a quand même manqué, je pense, les 5-6 premières courses. C'est Oui, 6 quand courses, même. hein? Oui, ben, c'est Et vrai, il mais je me n'était pas dis, des tests de pré-saison. non, c'est ça. Oui, Donc oui, là, ça. Ouais. ça a un gros Mhm. impact sur les carrières. Si ça a un impact sur un vétéran, imagine sur un jeune, de pas avoir eu, justement, on l'a vu avec Lawson qui a fait ses essais chez Red Bull, mais pas chez Racing Bulls. Puis l'inverse, même un gars plus expérimenté comme Tsunoda qui n'a pas eu, justement, cette pré-saison-là. Chez Red Bull, ça lui a pris un temps d'adaptation, mais tu fais bien de le pointer, ça, que si on met les courses ensemble, on les additionne, on est pratiquement capable de dire, ah, il y a une saison complète en F1, mais il y a des trous quand même à des points importants. Donc, c'est vrai que c'est intéressant ce nouvel aspect l'année prochaine, de regarder Franco Colapinto se présenter dans une saison d'F1, mais d'avoir aussi ces fameuses périodes d'essai-là là, avant de vraiment commencer la saison de façon compétitive. Ouais, ben, ça va l'aider beaucoup, peut-être. En même temps, sa confiance Mhm. est, on va dire, je vais dire, rétablie. Fait que oui, il a montré une courbe d'amélioration, capable de donner des résultats meilleurs que Gasly à certains moments, donc ce qui n'est pas rien. Arrête de coûter des sous en faisant des accidents multiples. Donc, c'est une bonne chose. Là, tu as évoqué qu'on ne sait pas le temps qu'il va passer dans l'auto. D'un autre côté, moi, j'avais entendu, mettons, des gars de The Race que ça semblait être pour la saison au complet. Donc, écoutez, en toute franchise, on est-tu d'accord, toi puis moi, Martin, que quand même, tu dis qu'il va être là pour la saison au complet ou qu'il ne le sera Exactement. pas? En F1, il n'y a jamais rien de coulé dans le Non. ciment. Donc, en gros, on ne sait pas, mais s'il performe bien, à la hauteur de ce qu'il fait avec une courbe d'amélioration. C'est quelqu'un qu'on a vu avoir un très bon potentiel. Peut-être que Colapinto a une autre chance, une deuxième chance dans la Formule 1. C'est à lui de la saisir. Puis on l'aime bien, Colapinto. Toi, t'aimes bien prononcer son nom. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Fait qu'en gros, chapeau à lui d'avoir réussi à retourner la vapeur. C'est sûr qu'il amène des commanditaires, il amène un peuple derrière lui. Donc, ça l'a sûrement aidé là-dedans, mais qu'il en profite et qu'il fasse le maximum avec ça. Puis on va voir l'année prochaine, là, qu'est-ce que ça va donner. Ouais, puis l'arrivée du moteur Mercedes, Ah oui, en plus, ça c'est aussi, ça. ça nuira pas. Fait que, tu sais, nouvelle réglementation, tout ça. Donc, Mhm. ça vaut la peine de l'essayer. En même temps, les options n'étaient pas immenses. Puis, je pense qu'il avait vu aussi que les autres options n'étaient pas plus rapides que lui. Donc, Renault a fait ce choix-là. Ben, Alpine, excusez. Là. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis, ça va pouvoir te permettre de prononcer Colapinto pour des bonnes raisons, encore pour un certain moment. Ben oui, je serais pas obligé de tricoter, là, d'essayer de trouver des raisons d'en parler. Il va être là au cours de la saison. On lui souhaite bonne chance quand même. On va voir Mhm, qu'est-ce tout que à ça fait. va On l'aime donner. bien, Colapinto. Oui, Il est oui. sympathique. Mais c'est un bon gars. Tu sais, Oh, oui. les références avec Ayrton Senna ont peut-être été faites un peu trop vite, mais il ressemble. Hein, c'est sûr Il quand on lui regarde ressemble physiquement. physiquement, quand on C'est ça regarde la ça. référence. Pour l'instant, c'est la seule. Pour l'instant, en Ouais, c'est espérant ça. qu'il pourra en développer des meilleurs. Euh, on a de la suite des idées, je trouve, au F1 Podcast parce que on a parlé, bien sûr, Franco Colapinto le 29 octobre. L'annonce, finalement, ça s'est concrétisé aujourd'hui. Dans les derniers épisodes du podcast, je sais qu'on en a parlé dans le entre-deux courses un peu, mais avant ça, on a adressé le sujet ensemble aussi. C'est la fameuse, on parle souvent de balles courbes, Mhm. et ça, on a les balles courbes envoyées par Pirelli, on change, on décale les trains de pneus, mais il y a aussi la F1 qui s'était dotée d'une balle courbe là, qu'on pouvait envoyer aux écuries. Lors du Grand Prix de Monaco, on avait réussi à faire passer le règlement qu'on peut rendre obligatoire 2 arrêts lors d'un week-end de course.
moi, je te disais l'autre jour, je suis déçu qu'on ne l'a pas réessayé. Mhm. J'espère qu'on n'a pas fermé la porte à ça parce que ça a été, bon, on peut dire pratiquement un fiasco à Monaco, mais c'est encore là. C'est à cause des caractéristiques du circuit, à cause du manque d'espace. Mais moi, je dis, j'aimerais voir ça se répéter ailleurs. J'avais parlé peut-être dans le coin d'Austin, Singapour, tu sais, des endroits comme ça. Mhm. Finalement, on ne l'a pas fait. Je trouvais ça de valeur. Puis, je me rappelle pas si c'est toi, excuse-moi, mais si c'est toi ou Simon Bachin qui m'avait dit, ben moi, tant qu'à le faire, pourquoi pas le faire partout? Ouais, Puis, c'était Simon qui l'avait c'est Simon, hein, amené, c'est ça. ça. C'est Ouais. ça, je voulais pas t'enlever On est, des bonnes phrases, mais c'est ça, il me semblait que ça venait de Simon qui avait dit Ben, ça. Simon Oui, l'a dit dans un entre-deux courses, on était oui, là tous les deux, puis moi j'étais d'accord avec exact. ça. Donc oui, en gros, c'est que c'est intéressant comme idée, on aime ça que la F1 fasse ces essais-là, mais tu te rappelleras que moi, lorsqu'on évoquait cette possibilité-là, j'amenais toujours, puis les auditeurs vont s'en rappeler, ceux qui nous ont écouté les derniers podcasts, les derniers balados, que je rendrais obligatoire l'utilisation des trois gommes. Ce qui Oui. oblige en fait les deux arrêts de facto. Mhm. Donc, en ayant ça, puis tu pourrais voir des stratégies complètement bizarres, comme nous on le fait souvent en simulation, des fois, lorsque les C'est trois gommes exactement ça, je sont pensais, oui. obligatoires Mhm. et qu'il y en a une, mettons, comme la dure, qui, dans le fond, est capable de durer avec on va dire la tendre et la médium. On faisait juste un tour sous la dure et on rentrait au puits immédiatement pour s'en débarrasser et poursuivre la course. On pourrait voir des choses comme ça très intéressantes. Et si encore les balles courbes de décaler d'un spectre, on va dire C1 à C3, C4, par exemple, pas de Pirelli, ça amène encore plus des enjeux intéressants. Je suis ouvert à ça, qu'on essaye ça pour rendre peut-être pimenter un peu le spectacle. C'est ça. Puis là, on parle de dire de l'emmener pour la saison 2026, mais de rendre ça partout, pas juste de Oui, l'utiliser à certains endroits. Moi, je vais dire franchement, j'aimerais qu'on fasse un banc d'essai avant de le mettre sur 24 pas courses. fou. Je comprends le point que Simon avait porté, puis que toi aussi, tu étais d'accord avec, puis ton point aussi de dire les trois gommes. Moi, j'étais sceptique à ça, pas parce que moi, je veux pas, mais du fait qu'on n'arrête pas de dire on veut éliminer des trains de pneus, on veut éliminer des trains de pneus. Si on force les écuries à conserver trois trains pour la course, est-ce que ça peut changer ça? Mais je pense qu'il y a des manières mathématiques de le faire pour que ça fonctionne, là. Wow. Mais quand même, je me dis, ah, peut-être cette optique-là, j'y crois pas à cause de où ce qu'on s'en va du côté de la F1, pas pour moi personnellement. Mais l'optique de dire on va le faire partout, j'aimerais quand même qu'on prenne notre temps avec ça et qu'on regarde quelques courses. Surtout d'ici la fin de la saison, pour moi, Singapour était un endroit Oui. incroyable pour l'essayer. Et j'avais aussi évoqué qu'Abu Dhabi serait probablement le meilleur, un endroit, le fun à le faire aussi, pour avoir une belle étude. Sauf que là, tu es dans une course au championnat. Et si tu arrives à la dernière course puis tu lances ça, est-ce que c'est ça la crainte qui s'installe de la F1 qu'on veut pas nécessairement venir changer les règles à la dernière course pour que ça va Mm. vite dans les commentaires, le monde, ah, t'es un petit Ouais, prêt mais pour ça les avant. soumet aux mêmes règles, Ouais, toute moi, la c'est ça, je gang. trouve. C'est égal à Oh égal oui. là, Tu dans ce temps-là. nivelles tout le monde. J'espère qu'on va avoir Ouais. le courage de le faire, mais Abu Dhabi serait le bel endroit là, pour faire un test là-dessus parce que c'est une place aussi où on a de la difficulté avec ça. Tout le monde essaie de faire un arrêt. On est tout en préservation des gommes, puis ça vient un peu nuire au Mhm. spectacle. Mais du moins, on va avoir ça à l'œil. Il y a encore des négociations qui vont se ramer au cours des prochaines semaines, d'ici la fin de l'année, voir quel chemin on va prendre pour 2026. Mais je suis content de voir que c'est encore dans les plans, c'est encore dans les livres, puis que on tente encore de trouver des moyens de pimenter chaque week-end de course. Mhm. Interlagos, on va en venir dans pas long. C'est pas un Yes! week-end qui a besoin d'être pimenté. Il y a assez d'épices au Brésil, on Ah n'a pas ouais. besoin, mais il y en a d'autres qui ont besoin un peu. Ça manque de goût à certains endroits. Ouais. Euh, Aston Martin, nouvelle qui est sortie, je trouve que ça va bien avec la continuité de ce que Lawrence Stroll a mentionné dans les dernières semaines. Je ne sais pas si tu as lu ou entendu ses commentaires qui disaient que la mission est toujours d'être champion du monde, que le Mhm. plan est toujours en tête, le fameux plan. Ben là, il parlait d'un plan de 10 ans. Moi, je me rappelle que c'était un plan de 5 ans au début, mais j'imagine qu'il parle, il dit du début de Racing Point à maintenant, en tout cas. Mais tout ça pour Ouais. dire que le plan est toujours, c'est pas la médiocrité, c'est pas juste d'aller encaisser des chèques. On n'est pas là juste pour parader, montrer notre voiture puis récolter de l'argent des commanditaires. Le but, c'est de devenir champion du monde. On l'a vu par ses actions. Tu sais, on dit souvent les bottines doivent suivre les babines ou les babines Ouais. doivent suivre les bottines. Ouais. Mais Lawrence Stroll le fait en signant un gars comme Andy Cowell, en sortant le gros livret de chèque. Là. Tu sais, pas le livret de chèque Ish. normal, là, l'autre livret pour, Ouais. aller chercher à Adrian Newey. Il a donné des parts dans l'entreprise. Donc, on peut dire là, qu'il recule pas là, pour arriver à ses fins, à ce qu'il veut vraiment faire, son objectif. Puis là, j'ai l'impression que c'est dans une continuité de ça. 7 départs en lien avec le département aérodynamique. Ça, c'est le coin, là,
le talon d'Achille de Aston Martin depuis les dernières années. On en a parlé, François, en long et en large, la traînée, le manque Ouais. d'appui. Depuis que Dan Fellows était parti de chez Red Bull, est arrivé avec un plan, a créé la fameuse, on disait les blagues au début, la Red Bull verte. Ouais. Tout fonctionnait bien. Puis là, à un moment donné, je faisais des blagues, on dirait que le cahier de notes commence à s'épuiser parce qu'il a fait tout ce qu'il savait que Red Bull Ouais. faisait. Mais là, il y a un certain point que tu arrives que tu as tout fait ce que tu avais, mais là, tu n'es plus en communication avec Red Bull, tu n'as plus accès à leurs informations. Donc là, tu voles par tes propres ailes, puis c'est là que ça s'est gâché pour Aston Martin. Dan Fellows a été remplacé la saison dernière. Il n'y a rien de mal avec ça. Là. Je pense pas qu'il va être complexé d'avoir été remplacé par un Adrian Newey qui va arriver la saison prochaine, qui travaille déjà sur la voiture de 2026. Mais là, ces 7 départs-là, j'ai l'impression qu'on veut clairer de la place sur le plafond budgétaire. Je pense pas qu'on va nécessairement les remplacer. On se libère un peu peut-être du bois mort ou des gens qui n'ont pas nécessairement rempli les objectifs qu'on voulait. Puis on se dit probablement qu'un Adrian Newey équivaut à 7 ingénieurs aérodynamiques. Oh mon Dieu. Je trouve ça je savais le sourire que j'ai depuis que tu as commencé à parler, là, ça n'a aucun sens. Parce que premièrement, tu parles de la Red Bull verte, mais je me rappelle aussi de la Mercedes rose. Rose, eh oui. Les bons coups d'Aston Martin des dernières années ont été genre parce qu'ils ressemblaient à d'autres. Mais ça, tu sais, C'est Dan vrai. Fallows qui a épuisé, on va dire, ses ressources, ça me fait penser un peu au chef qui part d'un restaurant, qui amène toutes les recettes, mais qu'à un moment donné, les gens veulent manger quelque chose de nouveau. Puis là, il ne sait plus comment créer. Je suis pas contre cette idée-là, hein, je veux dire. Puis c'est drôle, tu paraphrases Kevin avec l'histoire du bois mort aussi, ça avec, ça me fait rire au coton. Mais oui, en fait, je pense que Adrian Newey étant là, ça amène une expertise que des fois, ben, tu sais, les initiés vont pouvoir apprécier le niveau d'expertise d'Adrian Newey. Justement, tu sais, là, je veux lire son livre parce que j'ai écouté une émission qui parlait de lui, plus précisément, là, qui faisait un peu le Mhm. résumé de sa carrière. Et c'est incroyable ce qu'Adrian Newey a traversé et toutes les connaissances que ce gars-là peut avoir depuis le temps où il a étudié. Puis il est doué dans tout ce qui est aérodynamique, tout ça, il s'est vraiment concentré là-dessus. Maintenant, lui arrive là, puis il se dit, ces personnes, probablement qu'il a dit, il a vu que ces gens-là ne servaient pas à grand-chose et qu'on pouvait très bien se débrouiller sans ça. Et voilà, il y a un ménage qui se fait. Tu parles de plafond budgétaire. C'est important. Ça ne doit pas être des salaires donnés. Déjà qu'eux autres, en partant, ils en commandent un gros. Donc, oui, c'est de faire un peu le renouveau, là, de se débarrasser de ce qui ne fonctionne pas. Désolé, mais c'est comme ça. Et puis, de voir ce qu'on peut faire. Mais moi, j'ai confiance qu'ils vont aller dans une belle trajectoire là, avec Eliud Newey derrière et peut-être aussi qu'il va. C'est peut-être débarrasser de 7 personnes, va peut-être en faire rentrer 2 autres à son goût, qu'il connaît déjà ou quoi que ce soit. Et on va voir. Mais Aston Martin, très sérieux comme opération. C'est pas de la frime pour aller chercher des commandites. On le voit. Un plan de 5 ans, ben, espérons-le. Écoute, là, ils ont vraiment tous les ingrédients pour performer. Fait que j'ai bien hâte de voir l'année prochaine avec les nouveaux règlements ce que ça va donner. Mais on sait qu'Adrian Newey est toujours capable de sortir un lapin de son chapeau. Toi, tu es familier avec le basketball, le Dream Team. Mhm. Il manque juste le Dream Team, l'équipe de rêve qui ont des volants. Là. Tu sais, peut-être Lance Ouais, Stroll. Lance Stroll, c'est ça. c'est le problème là, présentement. Si je veux pas tout y lancer de blâme parce qu'on le voit, la voiture n'est pas exceptionnelle, sauf que des fois, il y a des petits détails qui manquent à Lance, mais du moins, tout ce qui est à l'usine, on fait bien ça. Côté marketing, c'est la force de Lawrence Stroll. C'est un gars qui a, pour les gens qui ne qui savent pas le parcours de Lawrence Stroll, mais lui, c'est le branding, là, l'étiquette de Mhm. marque. C'est lui qui est derrière ça. Là. On regarde une marque comme Michael Kors, qu'il y a de ça quelques années, probablement personne ne connaissait. En tout cas, du moins, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis maintenant, Michael Kors, c'est la grosse chose. Tout le monde, ça coûte excessivement cher. Avait ramené ou avait apporté la marque Tommy Hilfiger devant les projecteurs en allant chercher des vedettes puis tout ça dans les années 90. Donc, tout ça, lui, c'est sa force. Là, il est en train de le faire avec Aston Martin. Puis, on le voit, là, en fin de semaine, il y a une voiture, une livrée, ben, c'est un petit détail spécial sur la voiture, mais un partenariat avec Pixar, avec Disney, pour Mhm. célébrer les 30 ans de Pixar. On a mis Woody de Histoire de jouets. Après ça, on a Lance Stroll qui a un casque à la Buzz Lightyear là, avec To Infinity and Beyond sur ça. Ouais. C'est tout. On voit que même si les performances en piste ne sont pas encore au rendez-vous, excuse-moi, c'est la petite dernière clé qui nous manque à aller chercher. C'est la grosse clé que tu vas me dire là, mais quand même,
on voit que côté marketing, côté branding, côté personnel, les cerveaux pour construire une voiture, tout ça, là, ils cochent les cases, ils reculent devant rien. Là. Tu vois qu'il a vraiment, il est investi dans ce projet-là. C'est pas simplement, je me suis acheté une écurie de Formule 1 pour le fun. Le gars veut être champion du monde. Et ça, c'est intéressant pour le spectacle. On lui souhaite un jour de parvenir à ça, mais même le fait d'essayer, c'est bon pour les amateurs de F1. Moi, je suis souvent critique de des écuries comme As ou tout ça, qu'on apporte des améliorations à la fin de la saison ou juste pour le Grand Prix des États-Unis pour essayer d'avoir la paix avec nos commanditaires et de se faire achaler, mais que notre but n'est pas nécessairement de gagner. Ben ça, on peut pas dire ça. On peut pas reprocher ça à Aston Martin ni à Lawrence Stroll. Non, pas du tout. Puis, c'est de voir le sérieux avec lequel il fait son opération. En plus, tu sais, Aston Martin, c'est une marque qui est légendaire. On pense Oui. juste à James Bond, tous les films de James Bond c'est ça. Puis, je sais pas si tu as, sûrement vu le dernier James Bond, il est quand même d'un certain âge. Oui. Ils ont fait le tour là, des Aston Martin. On a vu la Valkyrie, on a vu Hum, la première, je pense, DB5. Après ça, il y avait la vieille Aston Martin du temps de Timothy Dalton qui faisait les James Bond en fin des années 80. Là, oui. pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est 2 épisodes. Donc, ils ont vraiment le tour. Puis, ils ont même sorti une bouteille de scotch de whisky, en fait, excuse, que mon ami Alex Kreid voulait m'acheter là, pour moi dans le coin de Toronto, dans le coin de l'Ontario. Donc, tu sais, ils sont un peu partout, ils placent bien le produit. Oui. Tu sais, on met la table pour quelque chose de gros qui s'en vient parce qu'on a confiance en nos capacités, nos moyens du côté de Lawrence Stroll. C'est quoi la seule reproche que je leur fais? Puis là, on a réglé ça avec la signature avec Hot Wheels là, pour avoir les petits autos. Puis de plus en plus, Mhm. on les voit arriver, là, les voitures modèle réduit. Mais moi, je trouve qu'il doit absolument tenter de créer une- un sentiment d'appartenance avec le Canada. Quand on Ouais, ça, arrive c'est pas fait encore, hein? non, Ouais. quand on arrive ici au Grand Prix du Canada, je comprends pas qu'on n'a pas plus de chandail Aston Martin. On a eu une petite vague là, l'année avec quand Alonso est arrivé et tout ça, mais je trouve que ça s'est estompé un peu. Je comprends qu'on veut peut-être pas choquer les Britanniques, puis on veut pas non plus, on n'est pas naïf, de nous faire croire qu'Aston Martin est une entreprise canadienne, mais c'est quand même un propriétaire canadien, c'est quand même lui qui est Mhm. derrière ça. Je trouve que des fois, là, tu sais, à certains endroits, on crée un chandail spécial avec un drapeau ou quelque chose comme ça. Il semble que ça manque à Aston d'essayer de s'approprier le public canadien quand qu'on arrive ici. C'est peut-être quelque chose qui va décider de faire à un certain moment, mais pour un gars qui a une vision marketing extraordinaire, je trouve que ce bout-là, on dirait qu'il l'a pas saisi encore, de dire qu'il y a probablement une opportunité de créer, justement, de dire s'approprier un endroit. Tu sais, en Grande-Bretagne, quand on arrive là, on a beau dire, c'est notre Grand Prix local, bah, t'es pas le seul, là. Il y en a plusieurs qui ont leur Grand Prix local, là. Mettons en ligne avec Aston Martin. Mais, Ouais. mais, mais au Canada, t'as pas cette compétition-là, donc pourquoi pas tenter d'essayer de justement essayer d'implanter des racines ici puis des choses comme ça. Mais c'est le seul petit point faible Mhm. là, dans l'aspect marketing que je trouve qu'ils ont présentement. Un autre dossier qu'on surveille, ben, on parle d'écuries britanniques. Je ne sais pas si tu as vu la livrée, mais je pense que tu l'as vu, oui. Ah oui, On oui, tout à l'a fait. publié sur le site, je l'ai même envoyé sur notre page Facebook. C'est la livrée Golf. C'est légendaire, hein? Golf, c'est un peu Ouais. comme Martini. Leurs couleurs sont emblématiques dans la course automobile Mhm. lorsqu'on les voit. Moi, je suis un grand fan de la livrée. J'en rappelle, je pense que je parle de ça tous les mois. La livrée 2021 Monaco que McLaren avait fait avec son partenariat avec Golf. Golf qui a délaissé McLaren pour aller avec Williams. De mémoire, ça s'est fait en 2023, ça. Puis depuis ce temps-là, ben, on fait des livrées spéciales comme ça. Je la trouve très belle. Je lui ai donné 5 étoiles dans ma note. Ça bat pas celle de McLaren, mais c'est quand même très réussi. McLaren, Williams plutôt, qui fait des belles livrées normalement. Et celle-là avec Golf, pour les gens qui n'ont pas eu la chance de la voir, vous pouvez voir le vidéo sur notre page Facebook, Instagram, LinkedIn. Vous êtes capable d'avoir accès à ça. Donc, on met les couleurs orange. Donc, mélangez-vous pas. Là, il y a 2 voitures, 4 voitures orange sur la piste en fin de semaine. Donc, du côté de Williams. On a aussi fait l'annonce. Ça, j'aime ça. Puis je sais que toi, tu es un grand nostalgique. Mhm. T'es un gars qui suit la Formule 1 depuis longtemps. Puis en plus, Williams, pour nous, quand on parle de saveur locale à cause de Jacques Villeneuve, il y a toujours une petite appartenance qu'on a. On retourne à l'ancien logo, le W qui est dans une autre forme. Puis le Williams aussi va être écrit différemment pour la prochaine saison. Ça va dans l'optique de James Vowles depuis qu'il est arrivé là. C'est de faire comprendre aux nouveaux partisans de F1 ou à ceux qui ont peut-être oublié qu'on est une grande écurie du côté de Williams. On est parmi les écuries les plus titrées. On s'est fait dépasser au deuxième rang cette année avec McLaren, mais
sinon, on est la troisième écurie la plus titrée au niveau des constructeurs. On a eu des grands pilotes, on a eu des champions du monde. On veut être sûr que nos dernières saisons, le passage à vide avec la passation de pouvoir de Frank Williams à sa fille Claire Williams, après ça, la vente à des investisseurs américains, puis le fait qu'après ça, on a emmené James Vowles pour redresser ce bateau-là, puis tout ça. Puis il y a eu aussi le Québécois aussi qui était là, M. Brousseau. Donc, Ouais. tout ça, je trouve ça le fun. On a ramené Jacques Villeneuve en début de saison comme ambassadeur de la marque. On a ramené Jenson Button, qui a annoncé sa retraite, hein, d'ailleurs. Jenson Mhm. Button, qui ne fera plus de course. Donc, ça, je trouve ça le fun. Puis j'imagine que toi aussi, dans cette optique-là, on sait, c'est juste des dessins, c'est juste du marketing, c'est juste des lettres. Mais l'emblème, garder cette riche histoire-là, c'est bon pour tout le monde, selon moi. Je suis d'accord avec ça pour la simple et bonne raison que moi, je trouve que depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années, et avec les nouveaux adeptes de F1, ces adeptes-là ne semblent peut-être pas saisir à quel point Williams est un gros nom en F1. C'est ça. Parce que ils ont perdu comme leur lettre de noblesse depuis le dernier championnat avec Jacques, qui remonte à 97. Vous en parlerez à Simon Bachan. Ils ont quand même eu des belles années à l'époque avec Montoya, BMW, tout ça, mais l'auto n'était pas fiable. Leur dernière victoire remonte à loin. Donc, tout ça mis ensemble, c'est que Williams, on oublie que c'était une écurie qui a été dominante dans les années 90, même qui était très bonne dans les années 80. Tout le parcours de Frank Williams, qui est un bagarreur, un bataillant, on va dire, là, qui est quelqu'un qui a perdu l'usage de ses membres. Donc, moi, je suis content qu'on aille vers là. La livrée golf, je l'aime. J'ai mis 4,5 moi, pour la simple et bonne raison que tous les commanditaires qu'il y a dessus, je trouve que ça venait un peu gâcher la Oui. chose. Cette livrée-là est emblématique. On pense à à la Ford GT40 à l'époque, aux 24 heures du Mans, McLaren F1, belle voiture. Écoute, il y a beaucoup de voitures dans l'histoire de la course automobile. La Porsche Ah, 917, là exactement aussi. elle que j'avais en tête. Ouais, c'est Ouais, ça. la Porsche, là, Ouais. incroyable. Donc, Mhm. Il vaut une j'aime fortune. ouais, ça c'est incroyable. J'aime beaucoup lorsqu'on fait justement des courses de simulateur, il y a beaucoup de livrées golf qui arrivent comme ça et le bleu poudre avec l'orange, c'est super beau. Mais une des plus belles, c'est vraiment la McLaren F1 Longtail qu'on appelle. Puis c'est justement celle que j'ai comme fond d'écran sur mon PC personnel à la maison. Donc c'est un drôle Ah, d'adon, là, mais ah ouais. j'en ai une. Il y a les mags orange. Vous devriez voir ça. C'est une voiture d'une beauté exceptionnelle. Donc chapeau à Williams pour ce coup de marketing-là. Puis bien heureux. J'espère que ça va les faire performer en fin de semaine. Ouais, j'espère moi aussi. Parce que ça fait, je pense que c'est les trois derniers Grands Prix qu'on n'a pas été dans les points. C'est un moment, on a arrêté de développer la voiture. C'est certainement sans coïncidence que ça arrive au même moment. Mais quand même, ouais, c'est ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner pour Williams dans le futur. Mais James Vaz encore qui fait un bon travail, autant sur le volet marketing que le volet développer l'écurie, aller chercher des pilotes, ramener ces fameuses notes de noblesse-là pour les partisans des 1 Moi, je trouve ça, ouais, je suis d'accord avec toi que c'est très important. Un qui n'a pas arrêté de parler depuis le Grand Prix du Mexique, c'est Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui n'est vraiment pas content Non. de ce qui s'est produit, de la décision des commissaires. Puis franchement, je comprends pas c'est quoi son problème, à part sur un point où il a raison. Euh, Après, je me dis, quand il a sorti de la voiture au Mexique, il était pas content. Bah, des fois, sur le coup de l'émotion, il fait chaud. Tu viens de quand même, tu travailles fort pour avoir des positions. C'est pas une saison facile pour Lewis. Je peux comprendre ça qu'après ça, 24 heures après, il est encore pas d'accord, il n'a pas encore compris ce qui est arrivé dans la pénalité, qui dit qu'il y a des passes droits, qu'il y en a qui ont des. En tout cas, va commencer à avoir des théories de complot, puis de donner du gaz là-dessus, de mettre de l'huile sur le feu, puis tout ça. En tout cas, je trouvais que, OK, là, décroche. Mais qui arrive 2 semaines après, qui se présente au Brésil, puis qui a encore la même cassette. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Parce que, pour ma part, c'est un peu comme un gars qui s'en va chez Walmart, il se met 5 barres de chocolat dans les poches, puis il sort, puis là, ça sonne, puis là, la sécurité le prend, puis il appelle la police, puis là, il dit, ben, je comprends pas ce qui m'est arrivé. Gars, Non, non. il s'est mis 5 secondes dans les poches, Ouais. puis là, on lui a dit, ben là, faut que tu le remettes, on y en enlève 10 parce que là, il a continué à continuer. Puis là, il comprend pas encore. Fait que je pense que, je peux pas croire avec toutes les connaissances qu'il comprend pas. Je pense qu'il fait exprès. Le bout où je lui donne raison, par exemple, c'est le bout de la transparence. Je pense pas que dans ce cas précis-là, la FIA devait sortir une vidéo puis expliquer exactement le pourquoi qu'on a pénalisé Lewis Hamilton. Je pense que les mathématiques étaient faciles à faire. T'as Ouais. volé plus que 5 secondes, on t'en enlève 10. Tout le monde est content à part toi, puis on finit comme ça. Le boost que j'aime, le boost qui dit ça prendrait de la transparence, ça c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps.
je prends l'exemple sur la LNH. Lorsqu'on a mis tu sais, le comité des commotions, puis des choses comme ça, on avait Ouais. mis ça en place. Puis là, on a changé les coups à la tête, puis tout ça. Je sais pour nos amis européens qui suivent peut-être moins le hockey, mais vous allez comprendre où je vais en venir. On avait changé des règlements dans le sport où il y avait des règles qu'on voulait renforcer. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on produisait des vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos qu'on envoyait aussi aux joueurs, puis on expliquait. Voici le joueur a fait ci, a fait ça, aurait pas dû faire ça ou dans telle situation. Puis ça, c'était très éducatif, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour les amateurs qui cherchent à comprendre pourquoi on a une pénalité, pourquoi il y a une suspension qui est reliée à ça, toutes ces choses-là. Je trouve que la FIA, je sais qu'on manque probablement de personnel, on passe notre temps à dire ça, on a de la misère à payer nos commissaires, on leur donne à peine 400-500 $ pour un week-end. Euh, Mon Dieu. oui, oui, mon Dieu, on le ferait, hein? Nous autres, on le ferait, hein? Ah, ouais, ben oui, mais en même temps, c'est très peu payé. C'est très Poursuivez, peu, hein? monsieur. Oui, oui, à comparer, c'est ça. Surtout quand tu dois décerner une pénalité à un gars qui va faire 100 millions dans la saison. Tu dis, moi, je fais Mm. 400 piastres pour te dire que t'as mal fait. Mais en tout cas, ce côté-là, mais oui, sortez des petits vidéos, un peu comme on fait du côté de Sky Sports avec Arun Chamdok ou Anthony Davidson qui expliquent Mhm. des fois par par leur connaissance, puis ils essayent d'interpréter le règlement, de dire ça doit être à cause de ça qu'on l'a pénalisé, mais on n'a jamais leur juste. Je trouve que ça serait le fun de nommer un porte-parole de la FIA qui ferait ce genre d'intervention-là. Non seulement on veut débloquer un nouveau public, avoir une accessibilité à des jeunes ou à un public qui n'est pas nécessairement familier avec la F1 ou la course automobile. Donc, pourquoi pas en profiter d'être dans cette période-là du développement du sport pour ajouter ça et justement expliquer les règlements. Parce que même des gars qui sont là depuis longtemps, comme toi, comme moi, on se pose des questions puis on a des différentes interprétations. Et Lewis Hamilton, qui a 7 titres de champion du monde, qui est rendu à plus de 40 ans, je me rappelle pas, 19e saison en F1 ou pas loin de là, en tout cas. Mhm. Même lui, il se pose encore des questions, ces règlements. Donc, en tout cas, moi, j'irais dans cette optique-là, d'avoir ce genre de vignette-là, là, surtout avec les réseaux sociaux. Et je vois la FIA est de plus en plus présente. Là. On a commencé à comprendre que ça existe, les réseaux sociaux. Donc, je vois pas pourquoi on ferait pas ça. Je sais pas de ton côté si tu avais une autre idée versus ça ou si tu trouves que ça serait une bonne idée. Là. Ben, quand tu en parles, je trouve que ça fait du sens, mettons, justement qu'on est à l'époque des réseaux sociaux. Ben, à l'époque, ça fait longtemps qu'on est à l'époque des réseaux Oui, sociaux, là, oui, mais oui. ça nous vieillit, mais c'est parce qu'on a connu une époque qui n'en avait pas. Non, Euh, les caramels, puis les... ouais, ouais, ouais. C'est quoi, c'est MIRC. Ouais, Donc, pour ce qui est de la FIA, et oui, sais-tu quoi, ne serait-ce qu'un programme d'entre-deux courses en collaboration Mhm. avec la F1 et la FIA, avec un porte-étendard, mettons, un porte-parole, quelqu'un qui a de la gueule, et OK, une petite émission qui explique, ou dans une émission justement de F1, comme je t'ai dit en collaboration, Ben, qui un explique un peu, podcast, c'est ça, un c'est ça? podcast, n'importe Ouais, quoi, qui explique, ben, je pense que, c'est sûr, du vidéo, ça pourrait être ouais, le c'est la meilleure support chose. vidéo, je Ouais. pense que le support vidéo va être nécessaire là-dessus, mais qui explique un peu le pourquoi du comment ça s'est arrivé entre deux courses et qui, justement, vulgarise un peu plus le réglementation parce que les gens, on est souvent dans l'inconnu. Pourquoi est arrivé ça? Pourquoi ils n'ont pas appelé une pénalité? Pourquoi ils en ont appelé une? Souvent, on est capable de le justifier justement, mais le livre des règlements dit quelque chose, mais il n'y a aucun événement qui est toujours à 100% similaire à un autre. Donc, il y a Non. toujours un petit peu d'interprétation et ça va rester. Il n'y a pas d'autre façon de le faire là, dans la course automobile. C'est pareil aussi dans certains autres sports, là. Mais en course automobile, c'est difficile à arbitrer, il faut se le dire, là, Mhm. comme discipline, là, peu importe. Là, que j'ai déjà été arbitre, j'ai déjà été coureur. Écoute, il y a des fois que il y a de l'opinion et de l'interprétation. Fait qu'il faut vraiment utiliser toutes les variables. Mais oui, je pense que profiter de cette vague-là et annoncer aux gens nos couleurs et expliquer ce qui se passe serait une très, très bonne idée. Puis contrairement aux autres sports, l'arbitre au basketball appelle une pénalité sur le champ. Il a le droit de se Oui, reprendre, d'avoir reprise à vidéo. Au hockey, c'est la oui, même chose. Au soccer, au football. oui. Sauf que eux, c'est différent. T'es pas obligé de lever ton bras puis de siffler. T'as le Mhm. temps d'analyser. Puis il n'y a pas de limite de temps. Hein. Ils disent pas... des fois, ça peut prendre 20 minutes pendant la course. On aime ça quand c'est le plus rapidement possible qu'on peut rendre une décision. Sauf qu'on a le temps d'analyser ça. On a ce luxe-là C'est vrai. d'analyser. Donc, pourquoi pas nous montrer le cheminement qui a été fait pendant ces minutes-là, de dire, on voit, Louis a fait ci, a fait ça. Un communiqué, on en sort des communiqués des fois. Donc, même si c'est juste par écrit, je suis d'accord avec toi, c'est pas la meilleure façon d'expliquer, mais je me dis au moins donner des communiqués sur les pénalités ou des choses comme ça qui sont plus explicites, qu'on est capable d'en avoir un peu plus, puis c'est ça, avoir des belles explications qu'après ça, on peut mieux comprendre. Puis Lewis Hamilton, l'autre bout, je suis pas d'accord avec son commentaire, il dit, les commissaires influencent le championnat en prenant ce genre de décision-là. Mais Lewis, je m'excuse, mais si on t'avait laissé devant, garder ton 5 secondes, on aurait influencé le championnat aussi, parce que C'est vrai.
on a Verstappen puis Piastri qui était quand même derrière toi. Puis, en tout cas, fait que je trouve que je comprends qu'il prêche pour sa paroisse, mais quand Ouais. même, je trouve que des fois aussi, il faut qu'il fasse preuve un peu plus d'être un peu plus neutre dans ces choses. Ben, du moins, ça fait partie de sa personnalité. Ferrari est à un point au-dessus de Mercedes dans le championnat des constructeurs. Hein? C'est Donc, peut-être ça qu'il voulait. Ouais, ouais, si ouais, on c'est se ça. parle de ça, il y a une influence à quelque part. C'est ça, c'est là qu'il veut le dire, mais en même temps, c'est sûr que nous autres, les yeux sont rivés sur le championnat des pilotes vu que le Ouais. constructeur est réglé, mais quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent en jeu pour une position, Mhm. puis on aurait aimé ça la garder de ce côté-là. Audi, qui arrive en 2026, entourez la date à votre calendrier ou sinon, ben, on va s'occuper de faire ça pour vous, Mhm. de vous présenter ce qui est arrivé. C'est que le mercredi 12 novembre, donc mercredi prochain, on a convoqué les médias ou au moins on dit il va y avoir une annonce, il va y avoir quelque chose. Il y a certains qui avancent que ça va être, on va dévoiler la livrée. On serait les premiers à dévoiler notre voiture. Je trouve ça un peu tôt, mais quand même, peut-être que c'est ce qu'on veut faire. On n'a rien spécifié de ce qu'on va faire du côté de Audi F1, qui fait ses débuts l'an prochain. Mais on a déjà confirmé nos pilotes, qui sont Mhm. les pilotes stack, donc ça ne sera pas ça. Est-ce qu'on va faire comme Cadillac, on va faire quelque chose de grandiose pour finalement juste nous dévoiler un logo qui ressemble étrangement au logo qu'on utilise sur nos voitures? C'est peut-être ça qu'on va faire. Primeur. Primeur, on a écrit Formula One en dessous de notre logo. Incroyable. Voici, c'est ça. Ben, c'est peut-être ça qu'on va essayer de faire du côté d'Audi, mais c'est pas Mhm. mauvais là, d'aller chercher un peu de visibilité à ce moment-là de la saison. Aussi, on s'en va vers Las Vegas. Fait que c'est sûr que c'est un gros moment marketing. Donc, est-ce que c'est ça? On va préparer un dévoilement de la voiture vers la semaine du Grand Prix de Vegas, même si c'est pas la semaine prochaine encore, mais quand même, peut-être quelque chose qui va ressembler à ça du côté d'Audi. Donc, à surveiller. Et ben, moi, c'est ce qui complète l'actualité pour aujourd'hui. De ton côté, avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus sur Audi? Les couleurs qu'on avait vues a priori, là, comment tu trouves ça, le gros aileron rouge? Si tu trouvais-tu ça beau, toi, la voiture qu'on avait utilisée pour le dévoilement? T'attendais-tu qu'on garde ce concept-là? On nous l'a montré tellement longtemps. Ben, moi, j'aime bien. Oui. J'ai toujours aimé les couleurs d'Audi en général, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Probablement, je sais pas s'il y a des annonces de nouveaux commanditaires aussi qui pourraient Peut-être. arriver à ce moment-là. Donc, ben, j'ai bien hâte de voir, mais en fait, il est tôt, donc je m'attends à d'autres surprises de leur part. De leur part, c'est ça. C'est pour ça que si on sort la livrée tout de suite, je me dis c'est correct. Peut-être que c'est ce Mhm. qu'on veut faire. C'est sûr qu'on attendez-vous pas à voir les courbes Ça et sera les. pas la même en début de saison, Non, finalement. non, non, elle va changer. Puis on va peut-être même être capable d'aller chercher d'autres commanditaires et toutes ces choses-là. C'est pour ça. Ben, ça va peut-être être juste les uniformes d'équipe aussi, voir les. On sait jamais. Ça peut être beau à voir aussi. En tout cas, à suivre, on va faire ça pour vous. Donc, d'ici la semaine prochaine, là, disons dans la journée de mercredi, vous allez pouvoir voir ça sur nos réseaux sociaux, puis on va en parler dans notre prochain épisode. Maintenant, il est temps de passer à la journée de vendredi et parler d'un de nos circuits favoris sur le calendrier, c'est-à-dire celui d'Interlagos au Brésil. Eh bien oui, pour une 42e fois et pour la 21e manche du championnat du monde 2025, les monoplaces se sont donné rendez-vous pour le Grand Prix de Sao Paulo du côté de Interlagos sur le circuit José Carlos Pace. On le nomme jamais, hein? Qui sait que l'autodromo José Carlos Pace qu'on nomme jamais. D'ailleurs, je pense que sa famille était au courant de ça parce qu'en 2024, on est allé répandre ses cendres sur le circuit. On dit, on va essayer de faire rappeler aux gens qu'il y a un nom, ce circuit-là, d'arrêter de l'appeler Interlagos. Eh bien, c'est un tracé de 4,309 km, 15 virages, 10 à gauche, 5 à droite. On peut atteindre des vitesses de 347,8 km à l'heure. Deux zones DRS seront à la disposition des pilotes. 24 tours devront être complétés lors de la course sprint du samedi et 71 pendant le Grand Prix de dimanche. Je t'entends rire, François. Je ris parce que je crois qu'il faut prononcer ça. José Carlos Pache. Ah, OK. c'est patché! Mais écoute, j'ai vu ça, il y avait patché, puis je suis allé revoir, OK? Ouais. J'ai fait mes devoirs. En portugais, on ne dit pas, puis là, je vais peut-être me faire écrire par des gens du Portugal ou qui vont me dire, non, c'est pas ça qu'on dit, ben, on dit pas José, on dit José en portugais. OK. Je Ben, sais que je dans le. l'entendais souvent, Hein? moi, mettons, on disait José Carlos Pache, mais c'est toujours comme ça que je l'ai entendu. Là, Ouais. va savoir qui a raison, mais Après c'est sûr ça, que les pilotes vont avoir bien du pace en fin de du semaine. pays. Après ça, j'ai checké, j'ai regardé. Ouais, c'est pas grave. J'ai regardé que en anglais, on disait pace. En français, on était supposé dire comme
Je pense que c'est Patchy ou Patchy. Je vais le nommer Oh, Pace. c'est... José Carlos, en tout cas. Interlagos. Ouais. T'as compris, mais gars, même quand j'essaie de rendre hommage à ce défunt pilote qui Mhm. a perdu la vie malheureusement dans un accident d'avion en 1977, quand que je veux rendre hommage à lui parce que je trouve qu'on le nomme pas assez, ben je déforme son nom. Tu vois, c'est peut-être pour ça que les gens continuent de dire Interlagos, c'est plus facile. Puis ça signifie entre-lacs, hein, en passant, pour les gens Ouais, qui ne ouais, savent tout pas à fait, qu'est-ce oui. que ça veut dire entre ces deux réservoirs géants là, qu'on a aux alentours du circuit. Eh bien, une chose est sûre, si on s'entend pas sur comment prononcer le nom de l'autodrome, on va s'entendre sur le fait que c'est le meilleur endroit pour avoir des courses sprint avec Autriche. Ouais. Malheureusement, c'est la dernière qu'on a avant on ne sait pas quand parce que ça n'a pas été renouvelé pour l'an prochain au niveau du calendrier sprint. Ça, c'est vraiment Hmm. désolant, là. Ouais. Donc, on va en profiter. C'est fait pour ça. La température va se mettre de la partie encore une fois ce week-end. La journée de samedi, on parle qu'on va probablement être capable de faire la course sprint, mais qu'on sera peut-être même pas capable de faire les qualifications. Ça, c'est un peu un copier-coller de l'année dernière où ce qu'on avait déplacé ça. Tout s'est passé lors de la journée du dimanche. On a commencé plus tôt. J'ai l'impression qu'on va être obligé de faire ça aussi au cours du week-end parce qu'il y a un typhon là, qui se dirige Mhm. de ce côté. Du côté des gommes, on a changé une recette qui avait bien été l'an dernier. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça du côté de Pirelli, mais on va peut-être avoir plus d'explications au cours du week-end. Mais on y va avec C4, C3, C2. C'est un peu plus dur que ce qu'on avait en 2024. Donc, c'est un train plus dur là, lorsqu'on regarde ça. Puis après ça, on a resurfacé aussi du Mhm. virage 12 à 1. Puis après ça, il y a une autre portion aussi qui a été resurfacée. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être un facteur. Non seulement si les écuries pensent utiliser des données qu'on avait l'année dernière, ben là, c'est pas les mêmes gommes, c'est pas la même surface. Donc ça vient changer des choses. Encore une fois, on parle de balle courbe. Ça, c'est une balle courbe qui se fait ça arrive comme ça. Des fois, il faut resurfacer les circuits. Puis là, en plus, on change les gommes. Donc, à surveiller. On ne peut pas vraiment prendre les temps de l'année dernière puis penser que ça va être un copier-coller. Et trajectoire technique, François, ben, il n'y en a pas. Je C'est ça, voyais la ouais. note, je dis, trajectoire technique? Tiens donc. Rien pour trajectoire technique. Aucune écurie qui a apporté des améliorations à leur voiture. C'est normal. Il reste que quelques manches à la saison. Puis on est à minuit moins une d'une Mhm. refonte dans les règlements. Donc c'est normal. Du côté de Red Bull, on n'enlève pas la possibilité d'avoir des améliorations d'ici la fin de la saison. J'imagine que ça va être du côté de Vegas parce qu'à Qatar, on aura un autre course sprint et c'est pas le meilleur endroit, un week-end sprint pour apporter des améliorations. C'était la même chose aujourd'hui au Brésil. Tu as seulement une séance d'essai libre, donc tu ne veux pas nécessairement te compliquer la tête avec tout ça, là. Donc, trajectoire technique, cherchez pas. Il n'y a aucune écurie qui a apporté des améliorations. Oui, bien sûr, on a un concept différent de ce qu'on avait au Mexique ou ailleurs parce que c'est pas on n'a pas les mêmes caractéristiques. On n'a pas nécessairement la chaleur, c'est pas les mêmes facteurs qu'il faut prendre en considération. Les voitures vont être différentes. Mais on n'a pas rien là, qui sort de l'usine qu'on n'a pas vu de l'année qui pourrait venir révolutionner ou venir changer un peu l'ordre du peloton. Mais de ton côté, François, Interlagos, tu pilotes dessus. Oui. C'est un circuit qui est. Parce que se prêtait bien à la course automobile d'antan, a bien vieilli aussi avec les nouvelles monoplaces. Premier virage pour un départ, c'est tellement compliqué dans le Mhm. sens que tu dois prendre une réaction très rapide, toujours comme ça. Mais je suis curieux, toi, tu veux aller chercher l'intérieur sur ce virage-là ou tu préfères être à l'extérieur? Parce que c'est Ah, pas c'est une... évident. Tu peux te faire ah. coincer. C'est pas facile un départ à Interlagos. C'est une bonne question que tu me poses là parce que je te dirais que j'ai une préférence pour les deux dans la mesure où si tu es à l'intérieur, tu as quand même un avantage Mhm. parce que tu peux, c'est la ligne la plus courte et si tu es capable de positionner ta voiture en avant de celle à côté ou derrière toi, ben, tu vas avoir une belle ligne pour le virage 2 parce que c'est une belle chicane. Par contre, si on va dire que tu es téméraire et que tu es capable de t'apporter à l'extérieur d'une voiture un peu plus lente au virage 1 et de te positionner côte à côte avant le virage 2, ben, tu viens de voler l'intérieur au virage 2. C'est Oui. sûr que ça se négocie moins vite et c'est une moins bonne relance pour le 3 et la longue ligne droite. Mais lorsqu'on est en bagarre, c'est une position de gagner et après ça, on est capable potentiellement de la défendre. Donc, c'est ça que j'aime de ce circuit-là parce il permet des dépassements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Suffit d'apporter, on va dire, nos capacités les plus aiguisées là, à ce moment-là. Il n'y a pas juste une trajectoire qui est bonne. C'est ça qui est Non. intéressant. C'est comme tu mentionnais, tu peux aussi bien être à l'extérieur puis te retrouver te retrouver avantagé après ça. Puis tu peux aussi penser que tu es avantagé en ayant l'intérieur, puis finalement, tu te fais avoir après ça. Puis
souvent, on va voir deux pilotes se disputer le premier virage, le deuxième, mais après ça, cette ligne droite-là, puis là, il y a le DRS qui suit. Tu Mhm. peux être à la merci des autres qui te suivaient, qui semblaient inoffensifs, mais si tu as mal disputé ça, comme tu dis, on va venir sacrifier du temps pour être capable de négocier ça à deux voitures. Mais plus souvent qu'autrement, ben, tu vas te faire avoir au bout de la grande ligne droite par une voiture qui était peut-être même pas en compétition avec toi, a priori, là, dans le virage 1 et le virage 2. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Moi, ce que je trouve impressionnant aussi, puis c'est quelque chose qu'on devrait apporter lorsqu'on vient concevoir des nouveaux circuits, c'est qu'on a de tout. On a des virages rapides, on a des virages Mhm. lents, on a des grandes lignes droites, on a des zones DRS, on a des zones de dépassement, on a des bons freinages. Tout ça, ça fait la recette parfaite justement pour donner non seulement des bonnes courses sprint, mais des bons grands prix le dimanche. Je regarde le secteur 2 qui a donné beaucoup de troubles justement à la Red Bull Mhm. aujourd'hui, non seulement dans les essais libres, mais aussi dans la sprint shootout. Lorsqu'on regarde secteur 2, tu es complètement ailleurs que dans le 1 et dans le 3 et tu dois faire un compromis parce que tu n'as pas besoin d'appui nécessairement pour le 1 et le 3, mais dans le milieu là, du circuit, dans la portion 2, bien là, tu as besoin de l'appui aérodynamique. Donc, c'est vraiment qui va faire le meilleur compromis parce que si tu traînes trop d'appui aérodynamique dans le deuxième secteur, ben, tu ne seras pas capable de dépasser dans la grande ligne droite du fil d'arrivée. Là. Ouais, ben c'est ça que je pense il expliquait pour justement la Red Bull parce qu'il y avait eu un peu de soucis. C'est de trouver le meilleur équilibre. Je pense qu'il allait avec une configuration avec un peu moins d'appui, comme on les a vus souvent faire dans la saison. Mhm. Mais oui, en gros, là, je te dirais, Interlagos, ce que tu veux, c'est pouvoir garder le contact on va dire, en milieu de circuit, garder le contact pour justement pouvoir utiliser ces deux longues sections-là, la plus longue étant entre le 13 et le premier. On a beau avoir des cours, mais je vous garantis que peu importe la catégorie de voiture que vous avez, c'est pied au plancher. Donc, moi, je me rappelle avoir souvent des différences entre les voitures en GT3. Donc, il y en a qui étaient meilleurs en ligne droite, mais moi, j'avais une voiture, mettons, à moteur arrière, là, un peu comme une McLaren, qui prend bien les courbes. Donc, j'étais capable de garder le contact en milieu et là, pouvoir peut-être profiter d'une aspiration entre le 13 et le premier et ou de garder ce contact-là entre le 1, 3, 1, 2, 3, 4. Donc, il faut trouver le bon compromis, mais c'est vraiment, je pense, on se comprend que les deux bonnes zones de dépassement, c'est entre le 3 et le 4 et entre le 13 et le 1. Donc, il ne faut jamais, jamais perdre ça de vue. Je sais pas pourquoi, j'ai en mémoire une conversation qu'on a déjà eue, que tu me disais que dans un des virages justement du secteur 2, il faut que Ouais. tu fasses attention parce que tu peux quasiment arriver sur une autre voiture qui est à l'avant de toi. Je sais pas pourquoi c'est Ouais, quoi qui je m'avait vais, je vais dit? t'expliquer, Ouais. OK? Puis ça, je sais pas si c'est comme ça, mettons, dans le réel, mais mettons que tu Mhm. arrives entre le 7 et le 8, là, tu as comme le 8 étant un droite très serré. C'est ce fameux virage 9-là qui est comme un virage en U, mais qui déborde. Tu suis une voiture, mais il est tellement serré que si tu t'accélères un peu trop vite, tu vas commencer à perdre un peu le derrière, mais tu suis la voiture en avant de toi, puis tu te rends pas compte que ta voiture, que tu commences à la perdre. Mais je pense que ça, c'est un problème de simulateur parce que dans la vraie vie, tu le saurais peut-être que tu es en train Ouais. de perdre un peu le derrière et tu pars en tête à queue ou tu pars en dérapage. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve toujours très, très difficile à composer. Si ta voiture est pas tout à fait stable, le virage neuf est celui qui va te coûter le plus cher là, dans une course de simulation. Pour ceux qui l'ont déjà fait l'expérience, vont peut-être être d'accord avec moi, mais c'est là où il y a beaucoup d'accidents. Je me demande si c'est pas un peu ce qui est arrivé à Leclerc, mais je pourrais me rappeler si c'était dans le 9 aujourd'hui. Euh, quand il y a eu Ouais, ça a bonne semblé question. décrocher, ça a vraiment semblé le surprendre, ça a décroché d'un coup. Ça se peut que ça Ouais, a été là. Je n'ai ouais. pas ce souvenir-là, mais on regardera. On Mais regardera, c'est un mais endroit qui c'est. c'est très traite comme endroit. Non, c'est ça. Puis comme tu dis, faut pas se méprendre. Il y a beaucoup de virages, mais c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'appui aérodynamique parce que ces virages-là sont négociés à haute vitesse. Tu peux pas te permettre de sacrifier énormément de vitesse à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que les voitures, les monoplaces vont opter de mettre beaucoup d'appui aérodynamique. Du côté de Red Bull, ben, on est un peu à l'inverse de tout depuis le début de la saison. On l'a vu du côté de Suzuka que ça a été, Ah oui. même pas encore comment il a fait ça. Ah, Je me rappelle, incroyable, ça. à Silverstone, la même chose, on a décidé de ne pas mettre d'appui aérodynamique sur la voiture. S'il y avait un endroit qu'on veut en avoir, c'est là. Ben, en tout cas, fait que on fait ce compromis-là. On sait que Max va être capable de compenser avec son talent. Là, par contre, ce qui est dangereux, c'est la pluie. C'est ça le problème. C'est que Oui. si demain,
il faut que cette fameuse pluie-là soit décalée, qu'elle n'arrive pas avant la course sprint et que ça commence à tomber pendant la course. Ça va ressembler drôlement à Silverstone où ce qu'on s'est fait prendre, la pluie, on l'attendait plus tôt, finalement on l'a eu plus tard. Puis là, après ça, ben, il se faisait dépasser par tout le monde parce que lui, il ne pouvait pas attaquer les virages de la même façon. Donc, Ben, je ça va crois être pas. quelque chose à Ouais. surveiller. Je crois pas qu'il va y avoir autant, on va dire, peu d'appui qu'à Silverstone. Il a peut-être Mhm. appris sa leçon. Par contre, là, on a vu dans la qualification sprint qu'il semblait avoir des soucis avec sa voiture, les vibrations. Là, je sais qu'on Oui. l'avait noté, on en a parlé. Puis là, ils ont interviewé Helmut Marko après, puis ils ont dit, bon, Max, sixième, croyez-vous, demain qu'il a une chance de finir, mettons, dans le top 3. Et Helmut Marko a dit, s'il y a de la pluie, oui, sinon, aucune chance. Ben, Ce ça, c'est sont ses mots. incroyable. Mhm. Donc, tu sais, c'est sûr qu'ils vont, d'après moi, ils vont regarder ça, puis ils vont, tu sais, Max va être capable de faire des miracles, mais peut-être pas tant que ça. Puis si sa voiture a des soucis puis qu'elle sent mal, est-ce que peut-être le châssis a quelque chose en ce moment? Mhm. On va peut-être découvrir là, un symptôme, là, pas un symptôme, excuse, une cause de symptôme dans les heures qui s'en viennent, parce que ça ne m'étonnerait pas peut-être que la voiture ait un bris quelconque là, qui a mené à ça, parce que c'est pas normal ce qui se passe chez Red Bull. Non, puis c'est vraiment lorsqu'on a mis les gommes tendres que ça l'a changé, parce qu'on OK. voyait dans les médiums, tu sais, la sprint shootout, comment qu'elle est faite, bien sûr, la SQ1 est en gomme médium, SQ2 médium obligatoire, après ça on change. Puis là, on dirait que ça c'est tout venu changer l'équilibre de la voiture. On n'avait pas essayé la gomme médium non plus pendant la pratique, mais ça semblait être correct. Puis là, on a vu en SQ3 que c'est là que ça l'a vraiment dégringolé. La seule bonne nouvelle, c'est que si c'est vrai je pense que c'est vrai, là, je pense qu'on ment du côté de Helmut Marko, Mhm. ni du côté de Verstappen, mais la grande ligne droite, c'est là qu'il va être en mesure d'attaquer. Parce que s'il est capable de développer des chevaux de plus, ou je veux dire des kilomètres-heure de plus au bout de la grande ligne droite, ben, il pourrait faire énormément de rattrapage demain. Là, on l'a déjà vu dans le passé, le Lewis Hamilton, sauf que c'était pas dans des conditions où il va y avoir un typhon. Là. C'était en plein soleil, beaucoup de vent demain, toutes ces Mhm. choses-là. Mais ça rajoute du piquant. On parlait de ça tantôt, là, que certains circuits ont besoin qu'on mette des épices, mais Interlagos, ça se fait tout seul. Là. Ça de Ouais. façon organique. Là. La météo s'en mêle, le circuit, il y a toujours quelque chose qui arrive là-bas qui crée de l'incertitude. Parlez-en à Kevin Magnussen qui s'est ramassé avec une pole Ah oui. position il y a quelques années à Mhm. cause justement d'un drapeau rouge qu'on avait fait, mais quand même, on se ramasse que Kevin Magnussen avec une Haas s'élance de la première place, donc ça peut arriver. Euh, pendant qu'on parle de tout ce qui peut arriver, des courses sprint depuis le début de la saison, statistique incroyable quand même, cinq différents pilotes sont réussis à avoir une pole en sprint depuis le début de la saison. On l'a vu à Antonelli du côté de Miami, Ouais. là, Lando Norris, c'était sa première, il y a eu Verstappen. Donc, ça aussi, c'est intéressant de voir que je sais que tu es un amateur là, de cette formule sprint-là, plus de courses, ça fait l'affaire de Ouais, François Goulet, tout mais à de fait. aussi voir cette parité-là qui s'installe le samedi lorsqu'on dit on vous donne seulement une séance d'essai libre pour vous préparer, bien, ça vient créer de l'incertitude. Puis on dirait que ça brasse les cartes parce que c'est pas la même tendance que dans les grands prix normaux, où c'est souvent, je ne vais pas dire souvent les mêmes, mais c'est quand même les mêmes personnages là, qui réussissent à aller capturer l'épaule ou qui ont accès au devant du peloton. Mais de voir qu'en sprint, justement, le fait qu'on réduit, qu'on a seulement une séance pour se préparer, bien, ça crée, hein, j'ai l'impression que ça a un lien direct. C'est pour ça qu'on a vu 5 pilotes différents depuis le début de la saison avoir une qualification, une pole. Oui, ben t'as raison que c'est peut-être ce manque on va dire, d'adaptation au circuit permet et je vais sortir enfin mes fameux guillemets, aux non-invités de se glisser dans le top 10. On a vraiment une grille de top 10 qui est, je veux dire, surprenante. Tu sais, c'est Mhm. sûr qu'on a on va dire nos suspects habituels, nos suspects de convenance, là. Sauf que, mettons, regarde, Nos mettons, récidivistes. c'est ça, on va faire le tour de la grille, j'imagine, mais tu sais, Oui. je vois Alonso et Stroll dans le top 10, Hadjar qui est là. Bon, Nico Hülkenberg, tu sais, c'est pas non plus trop champ gauche, on les a vus cette année, mais ça reste que il y a des gens là où on ne se serait pas attendu ou des gens qu'on aurait attendu un petit peu plus haut dans la grille qui ne sont pas là. Donc, il y en a qui ont su saisir l'opportunité. Puis oui, ça amène c'est toujours les sprints, moi je trouve ça intéressant. Puis, par contre, c'est jamais un portrait très précis de ce que la course va donner. C'est ça Non. qui est drôle, hein? Donc, Mhm. bien content qu'on ait une course sprint au Brésil parce qu'on le sait, c'est un des circuits qui s'y prête bien. Évidemment, on pense que s'il essaie d'autres endroits, c'est pour
élargir un peu l'échantillonnage et voir si on peut avoir des courses sprint davantage de courses sprint, pardon, sur une saison complète. Toi et moi, on est d'accord qu'on échangerait le Qatar pour Spielberg Ah oui. n'importe quand. Là. Ah oui. Mais non, j'aime bien ce que ça a donné aujourd'hui, là, en grosso modo. Puis, de toute façon, je vais attendre que tu fasses le tour de la grille pour en parler plus profondément. Mais allons-y tout de suite. Lando Norris, qui, tu sais, je le disais là, dans Mhm. l'entre-deux courses, il n'était pas là parce que bien sûr, tu avais une bonne raison. Oui. Pascal t'a pas laissé faire le Non, c'est podcast. ça. Je lui ai Un tyran. reproché. Hein. Un Un tyran, ce tyran, oui. Pascal. Je lui ai reproché. Il voulait absolument avoir l'opportunité de venir faire un épisode avec nous. Il a dit, je vais forcer François à faire ça Tu avec avais moi. de très bons panélistes. J'ai adoré l'épisode. Oui. C'était le fun de l'écouter. N'ayant pas été là, c'était comme une surprise là, pour moi. Fait que j'ai bien adoré. Puis c'était bien le fun. Vous avez couvert les sujets. C'est toujours le fun avec Simon, Pascal, Kevin. Donc, c'était m'a donné une petite pause. Là. C'était apprécié quand même. On a du fun. Ah, bien sûr, bien sûr. Puis t'avais des bonnes raisons de Oh ne ouais, pas être là, mais j'étais en piste. mais je mentionnais à Kevin que le problème avec Lando, c'est que je trouve qu'il est pas capable de coller les bonnes performances. On est tous d'accord, là. C'est que Mhm, Mexique, c'était parfait ce qu'il a fait. Mais puis que Monaco était parfait aussi, cette course-là. Sauf que pour être un champion du monde, c'est pas nécessaire. T'es toujours dans le sport, on dit c'est toujours aussi bon qu'à ta dernière performance, mhm. mais c'est un peu ça. C'est beau ce que tu as fait au Mexique, mais maintenant, es-tu capable de répliquer ça du côté du Brésil? Vas-tu être capable de le faire du côté de Vegas? Si tu es capable, ne serait-ce d'en coller trois en ligne, ben là, tu vas prendre une sérieuse option sur le championnat. Parce qu'un champion du monde qui n'a pas une constance, normalement, dans la logique des choses, ça ne fonctionne pas. Le titre ne va pas avec un manque de constance. Et Lando est associé à ce manque de constance-là. Donc, de le voir bien répondre, tu le dis, une journée sprint ne fait pas nécessairement un week-end de course au complet, mais quand même, avait bien fait l'année dernière. Les McLaren semblait imbattable jusqu'à temps que la pluie tombe. Là, quand la pluie a Mhm. commencé à tomber, ça a été le fiasco pour Lando. C'est lui qui avait la pole l'année dernière. Finalement, il s'est fait rejoindre par celui qui partait 17e. Ça a tombé que c'était son rival au championnat, Max Verstappen. Là, il est plus loin qu'on s'attendait, mais il est pas mal moins loin que 17e l'année passée. Donc, Lando devra saisir cette opportunité-là. Il s'élance premier, il a fait une séance de qualification. Il a dit que c'était pas facile, il n'était pas nécessairement en confiance avec la voiture, mais était nettement meilleur, supérieur à ce que Piastri pouvait apporter. Sauf que qu'est-ce qui est étrange, c'est de voir à quel point que Kimi Antonelli a été très, très près de Lando Norris aussi. Ça montre que j'avais dit justement dans ma chronique de jeudi à CNV, Mhm. à tous les jeudis à 8h05 le matin, je mentionnais que Mercedes pouvait s'inviter à la fête puisqu'on n'avait pas vraiment de la chaleur du côté du Sao Paulo. Et depuis le début de la saison, lorsqu'on a ce genre de situation-là, on est capable de bien faire. Et l'année dernière aussi, Mercedes est d'aller chercher justement, venir faire les troubles fêtes, d'aller séparer des gens qui se disputent le titre. Eh c'est ce qu'Antonelli a fait. Je m'attendais peut-être plus à voir Russell faire ça, mais chapeau aux gens d'Antonelli qui a réussi à venir se hisser entre Lando Norris et entre Oscar Piastri. Oui, ben c'est bien pour Antonelli, hein, ça va lui donner de la confiance dans sa Mm-hmm. fin de saison. Pour ce qui est de Lando Norris, ben, tu parles de constance, hein, tu l'as évoqué dans quelques balados récemment, que tu ne trouvais pas que c'était quelqu'un qui avait une graine de champion du monde, justement à cause de ça. Oui. Mais là, il mène au championnat. Pas par beaucoup, hein, on Non. le sait. Sauf que c'est lui maintenant qui est devant. Il semble, tu sais, on l'a vu souvent rebondir fort, Lando Norris, mais ça ne perdure pas. Est-ce que là, c'est le moment où Lando va rebondir et va rester fort jusqu'à la fin de saison parce que il a livré aujourd'hui la performance au Mexique. C'était un week-end extraordinaire, peut-être son meilleur à vie là, en termes de week-end complet de Formule 1. Donc là, il n'y a pas de contrôle, Lando Norris, sur ce que Piastri va faire ou ce que Verstappen va faire. Il n'a que de contrôle sur ce que lui peut faire. Donc, en ce moment, on voit qu'il l'exécute bien. Il avait de très bons temps, peu importe le Q1, Q2, Q3, là, c'est quasiment le même temps partout, là, à 3 dixièmes près. Donc, sérieusement, chapeau à Norris pour ça. Est-ce que ça va te faire changer d'avis un peu à son sujet? Seul le temps nous le dira. Puis encore une fois, là, Antonelli, là, excellent temps. Mais tu vois que le top 5 là, est très près les uns des Oui. autres. Là, même voir, là, même le top 10, là, c'est quand même tout dans le 1-9 là, à 7 dixièmes de différence. Là, c'est vraiment une belle grille qu'on a. T'as quand même, c'est quoi, je sais pas, à peu près, c'est 6 des 7 voitures qui sont des moteurs Mercedes. C'est quand même un C'est pas, lien, ouais, c'est pas faux. peut-être un lien à faire quand on regarde ça. Mais j'espère que Lando Norris va me prouver que j'ai eu tort de dire ça. Puis
pour vrai, en me prouvant que j'avais tort, il va me prouver que j'avais raison de dire qu'il se devait de faire mieux pour Oui, être champion du monde, parce que je trouve c'est vrai. que l'étiquette ne va pas. Quand tu regardes la liste de tous les gens qui ont gagné des titres, il y a toujours quelque chose qui ressort, puis je trouve que Lando n'a pas ce côté-là. J'ai Kevin, de mémoire, c'est Kevin qui a dit ça. Disait que Lando est peut-être meilleur lorsqu'il n'y a rien à perdre. Tu sais, dans le sens que ben, Mhm. il n'y a plus personne qui pense que je vais gagner, puis là, tout le monde me reproche des choses, puis prouver tort aux gens. Mais que lorsqu'il se retrouve dans le siège du favori, ben, tout bascule. Ça devient un peu plus compliqué. C'est pour ça que j'ai mis dans mes notes, puis tu l'as vu, j'ai dit Oscar Ouais. Piastri, le chasseur, parce que là, c'est ce qu'on va voir aussi. C'est que là, les rôles sont inversés. Norris est rendu la proie de Oscar Piastri. Est-ce que Oscar, c'est un peu l'effet contraire? Ça va faire que lui aussi, lorsqu'il s'est retrouvé dans le siège du conducteur, oui, ça faisait quand même un certain bout de temps qu'il avait l'avantage au championnat, mais lorsque ça s'est resserré, c'est là que c'est devenu plus compliqué pour lui. Les erreurs se sont produites. Bien sûr, l'équipe n'a pas été étrangère à ce manque de performance-là. On a quand même fait je ne sais pas qu'on a joué avec sa voiture, je ne vais pas dans cette théorie-là qui pour moi ne fait Mhm. pas de sens. Là. Non. Mais je trouve que oui, on a joué un peu dans sa tête, c'est venu flouer ses performances, il a vu son avantage au championnat commencer à descendre, tout ça, mais là, de retourner dans le rôle du chasseur, de dire, ben là, j'ai rien à perdre, oui, j'ai un titre en jeu, mais je veux dire, il y a un point à aller rattraper, puis c'est plus moi qui est dans le siège du conducteur, c'est maintenant Lando Norris, même si c'est un siège du conducteur qui est très mince, là. Mais Mhm. penses-tu que ça peut jouer, ça, dans le côté mentalité, autant que ça pourrait commencer à affecter Norris, mais peut-être régler, enlever un poids sur les épaules d'Oscar? C'est sûr, ça change quelque chose. Mhm. Là, nous, on n'a jamais, toi et moi, été dans le siège d'un pilote de Formule 1 qui Non, soit jamais. mène ou chasse, on va Mhm. dire, ou va chercher la première position au championnat. Donc, dans lequel il se sent plus confortable, on ne le sait pas. On va le voir. Je sais que lorsqu'il était en entrevue d'après Calif, il avait l'air très zen, pas trop stressé. Donc, Piastri, c'est un gars qui a confiance en ses moyens. Semblait perdre ses moyens justement dans les derniers Grands Prix, hein. On a vu ses performances, on va dire, diminuer, péricliter, appelle ça comme tu veux. Donc, c'est peut-être une bonne chose qu'il en soit là. Voyons voir comment il va gérer ça. Parce que moi, personnellement, je préfère toujours être en avant. Je me mets dans une partie de Oui. basketball. Je préfère mener par un ou par deux que de perdre par un ou par deux, là. Même si tu n'as pas la possession en fin de match, tu peux toujours jouer une bonne défensive puis faire prendre un mauvais tir à quelqu'un. On a un parallèle de basketball ici, mais vous savez où je veux en venir avec Oui. ça. Donc, je préfère être en avant dans les points, puis en avant sur le circuit, puis jouer de la défensive, là, à moins d'être à Bakou, sa dernière ligne droite. Là. Mais en tout cas, vous comprenez un peu là, Mhm. Ben, l'état d'esprit. Là. ben, ça fait partie, hein, c'est une expertise. Justement, on regarde dans des équipes, on dit des équipes qui commencent à mûrir, ben, c'est comprendre comment jouer avec l'avance. Mais c'est un peu la Mhm. même chose aussi. Lando Norris ne s'est pas retrouvé souvent dans sa carrière meneur d'un championnat du monde. Tu disais que nous non plus, ça ne nous est jamais arrivé. Mais ces jeunes-là aussi, en autant que Norris est quand même a de l'expérience en F1 parce qu'ils arrivent de plus en plus jeunes, les pilotes, mais n'a Mhm. jamais été vraiment dans ce rôle-là. Oscar ne l'avait jamais été. Le seul qui avait cette expérience-là, c'est Max Verstappen. Puis je fais souvent une comparaison avec le golf. Je me rappelle à l'époque où ce que Tiger Woods dominait, tu voyais des jeunes ou d'autres golfeurs qui avaient des performances incroyables, qui couraient après Tiger, puis ils disaient, je vais le rejoindre, je vais le rejoindre. Puis aussitôt qu'on prenait l'avance, puis tout d'un coup, Tiger commençait à jouer avec nous sur les mêmes trous, puis qu'on le voyait faire ses coups, ben là, les jambes cassaient. On voyait les Mhm. autres, là, c'était la meilleure chose, on dirait, pour Tiger Woods de dire, je vais te laisser prendre l'avance, puis après ça, tu vas t'éliminer par toi-même. Ben, c'est un peu ça qui peut arriver aussi dans ce format de championnat-là du monde, de dire que là, c'est à toi de le perdre, tu as un point d'avance. Mais je trouve que jusqu'à maintenant, là, Lando Norris a bien répondu. Le début du week-end a été bon. Il se devait d'aller chercher la pole. En plus, Kimi Antonelli qui vient lui donner un coup de main, qui sépare les deux McLaren, ça peut se régler très vite en un coup de volant au premier virage à Ah ouais. Interlagos. Mais quand même, pour l'instant, c'est un très, très bon début de week-end pour Lando Norris. Piastri, on le dit, troisième. George Russell n'est pas bien loin, quatrième. Ensuite, Fernando Ben Alonso, oui. cinquième. Ça, j'en reviens pas. J'ai pas vu venir, moi. Moi non plus. Puis avec les grandes lignes droites, tu sais, je comprends que lorsque on est comme en Hongrie, on met beaucoup d'appui sur la voiture, c'est correct, on peut s'en sauver. Mais le problème de traîner, là, est-ce que le problème de traîner était simplement relié à 7 personnes dans le département aérodynamique qu'on a largué au début du week-end? En tout cas, je peux pas Mhm. croire que ça a été aussi vite que ça. Là. Je fais des blagues, bien sûr, là. Mais quand même, d'être cinquième, Fernando Alonso, chapeau au pilote qui continue de nous impressionner malgré son âge.
Chapeau à Aston Martin qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne. C'est une bonne nouvelle, c'est de bonne augure parce qu'à Vegas, de la traînée, on n'en a pas besoin. Il ne faut pas emmener ça sur le circuit parce qu'on on va être très loin en arrière dans le peloton. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça parce qu'on sait tous que c'est un circuit quand même très rapide, là. Donc, Mhm. c'est de bonne augure pour Aston Martin. On l'aurait vraiment pas vu venir. Va savoir, faudrait que je décortique, par exemple, les secteurs, savoir c'est où que ils ont gagné de la performance, hein. C'est où ils performent le mieux? C'est justement dans ces sections rapides-là ou c'était dans le centre du circuit? On se rappelle qu'Adrian Newey dîne avec l'équipe, je crois, donne de son temps. Ouais, 15 Donc, minutes. on parlait des napperons, là, faire des dessins sur les napperons. Puis, c'est pas quelque chose de, on va dire, d'étonnant dans la mesure où ce que Lance Stroll suit pas loin. Mais on y arrivera. Oui, c'était encourageant pour Aston aussi. Tu vois que c'est pas Ouais, ouais. juste les miracles de Fernando. Tu vois que, je veux pas rien enlever à Lance, mais quand même, Il est on le là, là. sait, il est là. Mais ça veut dire qu'il y avait quand même la voiture, puis il a réussi Ouais. à faire le travail, à rendre la voiture où ce qu'elle devrait être. Parce qu'avec ça, on le sait, l'exactitude, là, tu veux l'heure juste de comment ta voiture performe. Tu mets un gars comme Alonso dedans, un Verstappen, tu vas savoir où ce que t'en es, là. Puis Lance, c'est toujours plus compliqué, mais là, de voir Alonso cinquième, Lance septième, ça montre que c'est pas juste le phénomène Alonso, là. Il y a quelque chose Mhm. qui s'est passé du côté d'Aston. Puis on n'a pas apporté d'amélioration. Tantôt, on l'a vu, pas de trajectoire technique. Donc, c'est vraiment, on a travaillé sur les simulateurs, sur ce qu'on a, puis on a trouvé une forme de bon réglage. J'ai envie de leur dire, touchez plus à rien. C'est le resurfaçage, Martin, du beau Zoran. Peut-être, mais ça a un facteur. On se Ouais. rappelle que Mercedes, à l'époque, quand on a fait le tournant à l'effet de sol, lorsqu'on arrivait à des endroits où ce que la piste était très, très lisse, mais on semblait avoir une voiture aussi dominante que les autres années d'avant, on semblait être dans le coup. Puis là, quand on se présentait à des endroits où c'est beaucoup plus bosselé, on avait énormément de difficultés. Fait que C'est vrai. c'est pas. Tu sais, je sais que tu faisais une blague, mais je pense pas que c'était complètement juste de l'humour que tu faisais Ah, parce mais que ça a t'as quand, raison. ça a quand même un lien qui est relié avec ça. Donc, Stroll, on le disait, Verstappen sixième par Ouais, il faut longtemps. parler de Verstappen, oui, Ouais, tout à on fait. l'a fait un peu là, en disant que Mhm. on a fait un compromis sur la voiture, a dit carrément ma voiture est brisée. Fait que c'est Mhm. pour ça que le lien que tu faisais tantôt de dire est-ce qu'on a fissuré on va trouver une fissure dans le châssis, si on a le droit de la Ouais. remplacer, si on est capable de prouver à la FIA, on va pouvoir changer ça, même si on est en parc fermé jusqu'à après la course sprint demain. Donc il y a peut-être quelque chose qu'on va réussir à trouver là, sur une problématique, parce que c'est vrai que dire la voiture est complètement brisée, puis que c'est pas arrivé dès le départ, là. C'est pas en SQ1 qui a parlé de ça, là. C'est en milieu des séances de qualification. Donc, ça se peut qu'il s'est passé quelque chose à un certain moment, même si on ne l'a pas vu nécessairement vu à la TV ou capté, qu'il y a quelque chose qui a cassé sur cette voiture-là, puis qui est venu vraiment lui causer des ennuis jusqu'à la fin. Ouais, ben, quand il l'expliquait, Max Verstappen, il disait qu'il ne pouvait pas faire confiance à l'arrière de la voiture, qu'elle Ouais. pointait mal. Donc, autrement dit, il n'y a pas d'équilibre de sa voiture. On ne peut pas prendre Yuki Tsunoda comme point de repère. Fait qu'on Non. on l'oublie, lui. Mais normalement, Verstappen est très confortable à Interlagos. Là, l'auto est nulle part. Puis, tu sais, on sait que Red Bull, souvent, commence la fin de semaine un peu sur le pied arrière. En tout cas, en arrière, en anglais, on dit on the back foot. Là. Mais Oui. bon, ils commencent un peu lent et trouvent toujours leur repère et finissent par performer. Là, on n'a pas le loisir d'avoir les pratiques, tous les essais qu'on veut. Écoute, espère, parce que là, pour le championnat, c'est pas super. Là. Verstappen, on se parlait là, la fin de semaine dernière, parce que je voulais 2 semaines, qu'il faut qu'il fasse 8 points de plus que, c'était Oscar Piastri à ce moment-là, par course en moyenne pour avoir le championnat. C'est sûr qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit 8 points à toutes les courses. Donc, il en a gagné un peu, il en a gratté un peu au Grand Prix du Mexique. Là, il se doit de finir devant les McLaren. C'est sûr, la course sprint, c'est pas la fin du monde. C'est pas là qu'il joue le plus de points. Mais pareil, il faut qu'il aille les chercher par tout ce qu'il peut. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je ne serais pas étonné qu'il y ait peut-être quelque chose sur le châssis là, de la façon qu'il l'a dit, parce que quand il dit broken, je sais que c'est pas littéralement quelque chose de brisé, mais peut-être que c'est un gars avec un ressenti très précis, Max Verstappen. Donc, d'après moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une petite enquête là, de la part de Red Bull à savoir, il y a peut-être quelque chose là, qui justement pourrait être brisé sur la voiture, ce qui cause ces effets-là. C'est ça, le fait qu'il a dit briser, des fois, ça peut être juste tu sais, un Ouais, ça peut langage être qu'on au peut sens utiliser. figuré, là, Mais mais il le bout, l'utilise jamais. Je ne l'ai pas entendu utiliser non. ce terme-là. Puis le bout vibration. Tu sais, Ouais, ben il y a ça c'est aussi, ça. là, tu Lorsque sais, vous c'est avez ces une deux vibration. affaires-là. Là. C'est ça. Moi,
j'ai des connaissances dans le monde des roulements, là, puis Mhm. la façon de savoir s'il y a quelque chose, s'il y a un roulement qui est en train de lâcher, un bearing, là, Moi, c'est peut-être un en bon bearing de roue, là. Ouais, ouais, ouais. ou des choses comme ça, mais normalement, ou n'importe quoi, les vibrations dans la mécanique, normalement, C'est pas bon. c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Donc, le fait qu'il dit briser vibration, c'est pour ça qu'Anto, quand tu dis il va falloir qu'il y ait enquête, t'es droit dans le mille, il va falloir qu'il y ait enquête parce que normalement, ça pourrait cacher quelque chose. Tu as dit aussi que il ne faut pas prendre Yuki Tsunoda. Ça m'a fait rire parce que t'as vu qu'on ne faut pas prendre. On a oublié d'aller le prendre à l'aéroport au début du week-end. Là, il tournait un peu. Tu as vu ça? On a oublié d'envoyer. Tu sais, normalement, on se casse pas la tête, là. Max Verstappen arrive avec son propre jet privé, mais il y a Ouais. encore des pilotes qui voyagent en classe, je pense pas économique, mais quand même commerciale. On arrive dans des avions, des Mhm. aéroports comme Monsieur Tout-le-Monde, mais Yuki Tsunoda, du côté de Red Bull, on a complètement oublié d'aller le chercher à l'aéroport. Donc, je sais pas si c'est venu bouleverser un peu son week-end. Puis de l'autre côté, ben, après ça, il y a eu l'accident en EL1 lors d'un week-end. C'est jamais bon de se priver d'une séance de libre, mais lorsque tu en as seulement qu'une dans un week-end, c'est vraiment pas le départ espéré pour un pilote qui joue présentement sa carrière en F1. On va le dire, là, pas juste son poste chez Red Bull, mais aussi sa carrière en Formule 1. Je vais continuer rapidement avec le Oui, vas-y. classement, si tu le veux bien, François. Mhm. On disait que après la Red Bull de Verstappen, il y a Lance Stroll qui a bien fait. Lance Stroll qui n'arrive pas souvent en Q3 là, depuis le début de la saison. Non. C'est la première fois qu'il se pointait là depuis Hongrie. Ensuite, après ça, on voit Charles Leclerc, huitième. Lui a eu un tête à queue qui a coûté la séance de qualification à son coéquipier Lewis Hamilton. Puis en plus, va peut-être coûter encore plus cher parce qu'il n'a pas respecté le double jaune que ça a Hmm. provoqué. Et normalement, un double jaune, c'est pénalité automatique. Là, ses partisans vont s'insurger, lui, il va peut-être ressortir et dire que tout le monde est contre lui. Sauf que encore là, c'est assez longtemps que tu es en F1, Lewis Hamilton, un double jaune, que tu aies 7 titres de champion du monde, faut que tu respectes ça. Même si c'est ton coéquipier qui est là, il faut quand même que tu Ouais. lèves le pied. Donc, il ne l'a pas fait, il était surpris. Donc, ça pourrait coûter excessivement cher à Ferrari. Leclerc s'en sort bien, quand même huitième, a réussi à percer le top 10, mais Lewis Hamilton, lui, a écopé parce qu'il se retrouve à l'extérieur. Donc, Hadjar, neuvième, a bien fait encore une fois. Nico Hülkenberg a de sa stack dixième. Ensuite, Lewis Hamilton, on disait, a été pénalisé, il va partir onzième. On ne sait pas encore s'il va y avoir une pénalité qui va Ouais. s'ajouter à ça, une pénalité des commissaires. Bien sûr, je parlais de pénalité par le double jaune qui est venu compromettre son tour, mais il risque d'avoir une pénalité plus salée qui va accompagner ça. Ensuite, Alex Albon, douzième, treizième pour Pierre Gasly. J'ai été quand même surpris de voir sa Alpine bien performer. Suivi de Gabriel Bortoleto. Gabriel Bortoleto, un pilote brésilien. Mhm. Enfin que les Brésiliens peuvent accueillir ça. Savais-tu, là, c'est quand même une statistique incroyable. 23 Brésiliens qui ont évolué en Formule 1. Je faisais un parallèle justement dans ma chronique de jeudi. Je disais c'est un peu comme les gardiens de but québécois Oui, au oui, hockey, je me là. rappelle de ça. Ouais. Mais on en a produit. En plus, on a produit des champions du monde. Puis en plus, c'est le 18e qui est né directement à Sao Paulo, là où le circuit a lieu. Donc, on peut pas. Circuit local, là, on peut pas plus dire ça là, de la part de Gabriel Bortoleto. Donc, c'est le fun de voir. J'aimerais ça qu'il fasse mieux là, Ouais, qu'une tout à fait. 14e place, parce que Hülkenberg est quand même bien fait. Après ça, Oliver Berman, 15e, 16e pour Franco Colapinto, qui a un nouveau Ouh. contrat en poche. Et ensuite, Liam Dawson, 17e, Yuki Tsunoda, 18e. Ouais, ceux qui s'en vont un peu Ouch. moins bien, les deux pilotes Red Bull qui se retrouvent là. Esteban Ocon, qui a une saison très difficile. Toi, ça va être bon pour toi, je pense, si ça continue comme Ben ça. oui, mais il faut que Gasly fasse des points, hein. Je veux Oui, dire, il est ouais, toujours en ça. avant. Donc, puis c'est Mhm. quoi? C'est le soir où je vais devoir acquitter mon pari avec Dominique Simard, que je salue d'ailleurs. C'est le soir du dernier Grand Prix d'Abu Dhabi. Fait que Bon. ça va être clair là, pour tout le monde ce qui se passe, là. Ouais, puis on s'attend pas à marquer des points du côté de Gasly puis Alpine, c'est la Ben, première attends une minute, saison. on est au Brésil, Oui. c'est des Alpines, ils annoncent de la pluie. Je m'excuse, là, mais. Je veux pas tout gâcher, mais en tout cas, je ferais ce qu'on a dit, mais t'as raison, c'est quand même trouvé sur le podium la saison dernière. Ouais. Ocon et Carlos Sainz, lui, 20e, ça n'a pas été facile. Il a bloqué, roue bloquée, premier freinage au premier virage, donc ça a causé à sa perte, n'a pas pu aller plus loin, donc éliminé en Q1. C'est vraiment pas le scénario espéré pour l'Espagnol. Si je regarde pour le reste, ben, Ferrari, ben, on a fait le compromis inverse de Red Bull. Donc, on a décidé d'aller pour plus d'appui aérodynamique, sûrement pour mieux répondre à la pluie. Donc, ça serait intéressant de les surveiller demain. Je sais qu'il y a quand même pas mal de rattrapage à faire du côté d'Hamilton. Il l'a déjà fait par le passé. Mais ça pourrait être intéressant de voir si la pluie est de la mêlée. Certains pourraient avoir des ennuis du côté de Red Bull, mais ça pourrait faire l'effet contraire du côté de l'écurie Ferrari.
Ensuite, on check toujours je sais pas pourquoi je check depuis le début de la chose. On vérifie toujours si pénalité qui tombera du côté de Stroll, parce que lui aussi, on dit Mhm. qu'il aurait bloqué un adversaire. Et du côté d'Hamilton, pour l'instant, il n'y a rien de tombé à cet effet-là. Non, je vois On rien non plus à C'est date, là. ça. On pourra peut-être vous confirmer ça sur notre page Facebook au cours des prochaines heures ou voire prochaines minutes. Une prédiction en terminant, François, rapidement, il nous reste que quelques minutes. Ça a passé super vite aujourd'hui. On a Oui. beaucoup de plaisir. Prédiction pour la course. On va y aller pour la course demain. Est-ce que tu OK. penses que Lando Norris va être capable de saisir cette opportunité-là qui se présente à lui? Sur le sec, oui. Sous la pluie, malheureusement, il va perdre 2 positions et Piastri va finir premier, Antonelli deuxième et Norris troisième sous la pluie. Malheureusement, Verstappen, à moins d'une réparation, ne pourra pas y aller malgré la pluie à cause de sa voiture qui est pas bonne. Fait que je vais faire prédiction pluie. Prédiction puis, donc Ouais, ouais. victoire de c'est qui gagne s'il y Victoire avait? de Piastri, suivi OK. d'Antonelli Norris s'il pleut. Si S'il c'est pleut. sec, ça va rester, je crois, statu quo pour ces trois-là en première position. Moi, je pense que Malheureux. Lando Norris va remporter la course sprint, mais j'ai l'impression qu'il va perdre la pole au départ. Ah, Comme, ben, c'est ouais, plausible. ouais, ça y est arrivé l'année passée, ça y est arrivé en course sprint. Après ça, il y avait eu un changement de position. Te rappelles-tu l'année dernière, on avait laissé, Piastri avait dû laisser passer Norris là, juste avant qu'on déclenche une voiture de sécurité. Donc, Oui. je sais pas, j'ai l'impression il va se passer quelque chose du côté de Lando, surtout que c'est un premier virage qu'on doit le disputer, puis on nous a habitués par le passé qu'il ne prend pas toujours les bonnes décisions lorsque vient le temps de positionner sa voiture à un départ. Donc, Mhm. ça va être intéressant de suivre. Petite statistique en terminant, l'année dernière, 72 dépassements du côté de Sao Paulo. J'imagine que Verstappen en a une bonne partie là-dessus, vu qu'il était Oui. parti 17e. La voiture de sécurité, 86% des chances de l'avoir arrivé, 43% pour la voiture virtuelle. Un arrêt au puits, malgré que c'est une grande ligne droite, c'est à toute vitesse, elle est bien faite, cette arrêt au puits-là. Puis on coupe les deux premiers virages lorsqu'on sort. Donc, on réussit à regagner du temps. Donc, ça ne coûte seulement que 20,8 secondes. C'est dans la moyenne. Mhm. Donc, ça sera à surveiller. Et Lando Norris avait eu la pole l'année dernière. Bien sûr, c'est pas lui qui avait gagné. Donc, à surveiller. Et c'est parmi les plus petites distances entre la pole et le premier virage. On n'a même pas Ah, 200 c'est mètres. très court. Ouais. C'est très, très court. Donc, c'est pour ça que ça fait drôle à dire que tu peux te faire voler la première position pareil dans une si courte distance, mais c'est à cause de la configuration du premier enchaînement. En tout cas, je te remercie, François Goulet, d'avoir été là. Ça a été un plaisir encore une fois et je te souhaite un excellent week-end de course. Pareillement, bonne fin de semaine à tous et profitez-en bien. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 7 novembre. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course du côté de Interlagos à Sao Paulo au Brésil. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, LinkedIn ainsi que Instagram, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.